Bonsoir. Sur la cartographie des savoirs, les coordonnées de cet historien géographe sont aisément repérables. Sa voix fait autorité, les voies qu'il trace sont autant de sillons dont la fécondité reste pour l'instant incontestable, on en jugera tout à l'heure par l'étendue de sa production. Cet ancien doyen de la faculté des sciences humaines, des lettres et sciences humaines de l'université de Caen et professeur titulaire des universités, il dirige la revue de géographie du Cameroun et à ce titre, il fait figure d'exception dans un monde, le monde universitaire assez souvent tourmenté par les ennuis du quotidien et peut-être des ennuis d'autres ordres encore. Professeur Kenye Fodo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité et c'est avec un grand plaisir que je m'entretiendrai avec vous. J'ai oublié quelques aspects qui vous auraient fait plaisir dans mon introduction tout à l'heure? Non, je crois que vous avez donné l'essentiel de ma titulature et peut-être que dans le cours de l'émission, nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur certains détails que vous n'auriez peut-être pas énoncés. Voilà qui est clair. 15 livres, une cinquantaine d'ouvrages, une cinquantaine d'articles parus dans les revues scientifiques à travers le monde, le Cameroun bien sûr, la France, les Pays-Bas, le Togo, le Canada et quelques autres pays. L'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, bien sûr. Oui. Vous faites figure de repoussoir dans le monde universitaire au Cameroun? Je ne le dirai pas. J'essaye de faire mon travail comme ma conscience me le dicte et je ne pense pas que je fasse figure de repoussoir. Je le dis parce qu'ils ne sont pas nombreux à pouvoir publier autant que vous, peut-être au même rythme que vous. Comment vous expliquez-vous que vous vous soyez démarqué? Écoutez, je l'explique par la passion que j'ai eue, je dirais très jeune, pour l'écriture, pour la recherche, pour, si vous voulez, la volonté d'essayer de comprendre le monde et la société dans lequel vraiment je vis, puisque l'homme a toujours voulu connaître, comprendre le monde et la société dans lesquelles il vit, et depuis le début de l'humanité, je pense que c'est la recherche scientifique qui lui permet de satisfaire cet impératif. Vous ne voulez absolument pas venir dans la direction que je souhaite, mais là voici cette direction. Comment dans le contexte camerounais où les ressources sont rares pour la recherche, où la recherche donc bat de l'aile, comment vous échappez à la morosité ambiante? Écoutez, je tire, si vous voulez, ma stratégie de la formation que j'ai eue très jeune, puisque j'ai été élevé dans une famille très chrétienne. J'ai fait des études pratiquement secondaires et je dirais d'ailleurs primaires, en commençant par là avec des religieux qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont appris très tôt à savoir qu'avec très peu, on peut faire finalement des choses assez importantes. Mais je ne veux pas juger moi-même ce que je fais, je vous laisse vraiment le soin d'apprécier et de voir que si ce que je fais porte, je crois que c'est peut-être tant mieux pour moi. Il vous arrive de réfléchir à la part des responsabilités des uns et des autres sur plusieurs de vos collègues, je ne vais pas les citer mais ils sont bien nombreux, à accuser le peu de moyens que les pouvoirs publics mettent à leur disposition pour la recherche. Est-ce que c'est une accusation qui fait sens? Écoutez, c'est clair que lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles nous travaillons, on peut bien se poser la question de l'efficacité ou de la non-efficacité, si vous voulez, de certains collègues en matière de production scientifique, puisque en tant qu'enseignant d'université, on nous demande de faire, outre, si vous voulez, les enseignements, de pouvoir mener des recherches, puisque c'est sur la base des résultats de nos recherches que nous sommes évalués et que nous sommes promus aux différents grades de la hiérarchie universitaire. En 2009, 2010 aussi, les pouvoirs publics ont dégagé un compte d'affectation spéciale, 4,9 milliards à peu près, dans cet ordre-là, et c'est censé être une tradition à partir de 2009. Si vous devriez apposer une observation, une mention sur cette copie du gouvernement, qu'est-ce que vous y mettriez? Médiocre, assez bien, bien, excellent, insuffisant? Il est clair que, comme vous le dites si bien, en avril 2009, le chef de l'État a pris un décret
créant, si vous voulez, un compte spécial de promotion de la recherche et, je dirais, de la modernisation de la recherche universitaire. Je crois que c'est un pas encourageant, mais il me semble que beaucoup reste encore à faire pour améliorer les conditions de travail des enseignants-chercheurs universitaires du Cameroun et surtout pour les placer au même niveau que leurs collègues, par exemple, du Nigeria voisin, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et d'Afrique du Sud, pour ne prendre que quelques exemples significatifs. C'est-à-dire concrètement, pour ceux qui nous suivent, à quel niveau et vers quels horizons on devrait s'orienter? Ça ne devrait pas être tout simplement apprécié en termes de rémunération et de traitement salarial. Ça devrait être aussi apprécié en termes de mise à disposition des enseignants-chercheurs d'un certain nombre d'équipements, de locaux appropriés finalement aux tâches et surtout aux résultats auxquels on attend d'eux. Donc l'équipement qui devrait être mis en quantité et en qualité suffisante aux chercheurs et que ce serait assez difficile d'évaluer uniquement en termes de rémunération. Cette prime, bien entendu, quelques chiffres. Oui. Si vous voulez, je n'ai peut-être pas les chiffres en tête. Et si l'on prend le traitement salarial, on sait bien qu'au Sénégal, un chargé d'enseignement, l'équivalent de chargé de cours, gagne autour de 800 000 francs CFA, que le professeur titulaire des universités se situe autour du 1,2 million, 1,3 million, alors qu'au Cameroun, je ne donne là qu'un ordre de grandeur, le professeur titulaire des universités gagne autour de 650 000 francs CFA. Vous voyez vous-même la différence. Mais je dis qu'il ne faut pas se limiter au traitement salarial. Ce traitement qui permet bien entendu à l'enseignant de couvrir ses besoins primordiaux, mais il y a surtout le cadre, l'encadrement, l'équipement, les structures qui sont mises à la disposition de l'enseignant-chercheur et qui devraient peut-être lui permettre de montrer la mesure de ses talents, montrer ce dont il est capable en matière de production et de diffusion des savoirs. Alors, question, dans l'environnement qu'on évoque, l'environnement camerounais, est-ce qu'il vous arrive de réfléchir à la part de l'idéologie dans les projets de recherche? Je m'explique. Si les pouvoirs publics au Cameroun n'arrivent pas à se situer à hauteur des attentes des chercheurs, ceux qui financent la recherche ne déterminent-ils pas au préalable les champs et les enjeux de la recherche? C'est vrai que si les pouvoirs publics ne mettent pas toujours à la disposition des chercheurs, enseignants-chercheurs, parce que je parle à ce titre, si vous voulez, les moyens, ceux qui ont acquis des bases, parce qu'avant d'en arriver là, il faut avoir suivi au préalable une formation, non seulement au Cameroun, mais à l'extérieur. Les enseignants-chercheurs dignes de ce nom se mettent, si vous voulez, à l'école des bailleurs de fonds internationaux, et je dirais d'ailleurs que dans le contexte, si vous voulez, difficile de la recherche, qu'est celui des enseignants-chercheurs, ceux qui arrivent à émerger, comme vous l'avez dit au début de cette émission, sont ceux-là qui, ne trouvant pas auprès des autorités nationales les moyens de mener à bien leur action, se tournent vers, si vous voulez, des bailleurs de fonds extérieurs et qui, parfois, pour produire, doivent, si vous voulez, intégrer un réseau de recherche extérieur ou alors se tourner vers telle ou telle ONG qui, dans ce cas-là, oriente la recherche, parce que la recherche, si vous voulez, subventionnée, peut avoir ce type de travers. Lorsqu'elle est subventionnée, disons, soit par des instances extérieures, généralement, ces instances-là vous font parfois dire ce que vous n'avez pas voulu au départ mettre dans vos productions scientifiques. Et c'est un peu pour le Cameroun? Je dirais, c'est dommage, peut-être pour notre pays, parce que on a quand même l'impression, sans vouloir accuser qui que ce soit, qu'on a oublié chez nous que la recherche scientifique et surtout ses résultats sont
des facteurs, si vous voulez, de positionnement des pays à l'échelle mondiale. Alors, il y a un malaise, je suis sûr qu'il ne vous concerne pas parce que vous ne faites pas partie du personnel du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, mais ce malaise existe. Le départ à la retraite de certains personnels considérés comme chercheurs recrutés par ce ministère à 55 ans, est-ce que c'est un gâchis? Écoutez, on peut vraiment parler de gâchis, parce que dans, si vous voulez, le secteur qui est le nôtre, l'enseignement et la recherche, ceux qui entrent dans la vie active y arrivent à un âge déjà avancé. La plupart y entrent autour de 30 ans, et après avoir, si vous voulez, réalisé une formation qui a coûté beaucoup cher, aussi bien à leur famille lorsqu'ils ont fait ces études-là avec des contributions familiales, aussi cher également à l'État lorsqu'ils ont bénéficié d'une bourse de l'État pour mener à bien leurs études. Mais s'engager dans le monde actif à 30 ans, c'est une moyenne, et en repartir, si vous voulez, 25 ans seulement après, il me semble que c'est un gâchis. On voit bien que dans les pays occidentaux, et même dans un certain nombre de pays africains, des actifs, des professionnels de ce secteur partent à la retraite à un âge beaucoup plus, si vous voulez, tardif, 60, 65 ans, et vous savez d'ailleurs qu'en France, ces jours-ci, il y a, vous voyez, ce débat sur l'âge de départ à la retraite, et donc on peut véritablement parler sans sourciller de gâchis lorsqu'on voit qu'il y a des collègues qui partent surtout à 55 ans, qui partent à la retraite à 55 ans. En tous les cas, vous n'êtes pas encore à la retraite, que je sache, et vous continuez de produire. Dernière illustration en date, c'est dans cet ouvrage, Le Cameroun, l'autopsie d'une exception plurielle en Afrique. C'est un ouvrage paru ces jours-ci, c'est-à-dire autour du mois d'octobre 2010, aux éditions L'Harmattan à Paris. L'ouvrage est donc sous-titré Autopsie d'une exception plurielle en Afrique. Vous connaissez la charge clinique de ce sous-titre. Est-ce qu'il renvoie à un grand malade qu'est le Cameroun, à son bulletin de santé ou à son acte de décès? Non, je crois qu'il faut prendre le mot autopsie comme l'équivalent, si vous voulez, d'analyse. C'est une analyse, vous voyez, des différentes marques. Vous passez le Cameroun au scanner. Nous essayons de passer le Cameroun au scanner. Donc, dans cet ouvrage, si vous me permettez d'en dire quelques mots, nous essayons. Et cet ouvrage rassemble les contributions de 14 enseignants-chercheurs relevant de 3 universités d'État du Cameroun, les universités de Yaoundé 1 et Yaoundé 2 et l'université de Tchang. Et ces enseignants-chercheurs relevant également de 8 horizons disciplinaires: la géographie, l'histoire, la sociologie, la démographie, la géopolitique, les sciences du langage, celle de l'information et celle de la communication. La géopolitique donc, aussi. La géopolitique, bien entendu. Et donc, des contributions qui traitent, voyez, des marques géographiques, démographiques, linguistiques, sociologiques et je dirais sociales, diplomatiques, politiques, voire sportives, que le Cameroun s'est forgé au fil du temps et qui en font, à notre avis, un pays unique à son genre en Afrique. Et peut-être pourquoi cet ouvrage? Nous l'avons commis parce que l'expérience a montré que si le public d'Afrique et d'ailleurs entend souvent parler de ces différentes marques de l'exception plurielle camerounaise dans un sens positif ou négatif, si lui-même il les évoque de temps en temps, il n'en connaît pas ipso facto, si vous voulez, les tenants et les aboutissants, encore moins la profondeur et la richesse. Donc, à travers cet ouvrage, nous avons voulu mettre à la disposition de ce public une base d'analyse scientifique pour appréhender et comprendre le Cameroun aujourd'hui, 50 ans après son accession à l'indépendance. Et j'ajouterai d'ailleurs que cet ouvrage est une réponse, si vous voulez,
à l'appel que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a lancé à l'intelligentsia africaine, surtout camerounaise, à l'occasion de la conférence Africa 21 qui s'est tenue à Yaoundé, la capitale du Cameroun, dans la foulée en mai des 50 2010. Dans la foulée des 50. Dans la foulée du Alors, cinquantenaire. vous disséquez, et j'en reste au jargon, vous disséquez donc cette exception camerounaise sous un certain nombre de coutures. Vous avez parlé de l'histoire, bien sûr, de la politique, vous évoquez la stabilité, vous évoquez aussi le processus démocratique, vous parlez de la culture, vous évoquez le bilinguisme à deux langues, qui est une exception en Afrique subsaharienne, vous évoquez la diversité ethnique, la diplomatie, le sport, etc., etc. Mais avec le recul, est-ce qu'il ne vous manque pas un chapitre sur l'enseignement supérieur au Cameroun? Écoutez, on pourrait peut-être consacrer un chapitre de cet ouvrage à l'enseignement supérieur, mais il faudrait finalement analyser le fonctionnement de cet enseignement supérieur et peut-être pouvoir montrer en quoi il est différent du système d'enseignement supérieur dans les autres pays. Parce que nous avons rassemblé dans cet ouvrage les marques, voyez, qui font du Cameroun un pays, si vous voulez, particulier en Afrique. Et il me semble que, exception faite des rares, si vous voulez, exemples que nous avons cités, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud, les autres pays africains sont logés pratiquement à la même enseigne. J'en profiterai pour dire qu'il y a encore quelques mois, avec des collègues de 12 pays d'Afrique subsaharienne, nous avons rédigé une collection géographique sous le titre « Maîtrise de l'espace et développement ». Et dans le cadre de la réalisation de ce projet collectif, j'ai personnellement eu l'occasion d'aller dans un certain nombre de pays comme le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, même la Côte d'Ivoire, et j'ai pu me rendre compte sur place que les collègues enseignants-chercheurs de ces pays-là avaient les mêmes difficultés de financement, travaillaient dans les mêmes conditions, je dirais, de travail médiocres comme nous au Cameroun. À quelques autres degrés. Hein. À quelques Vous l'avez autres dit degrés. tout à l'heure s'agissant du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Alors, je souhaite malgré tout qu'on contribue à écrire quelques lignes, même en guise d'annexe à votre ouvrage sur l'enseignement supérieur au Cameroun. Je souhaite qu'on en revisite quelques sites. Sur sa démographie, est-ce que le Cameroun fait exception ou pas? Je ne crois pas. Il est clair que les universités camerounaises, celles les plus anciennes et les nouvelles, connaissent une croissance, je dirais, galopante de leurs effectifs. En il me semble que ce phénomène... 170 000 étudiants. 170 000 étudiants. Donc aucune de ces universités n'échappe à ce phénomène de la croissance galopante de ses effectifs. Ça montre bien que notre pays est un pays fortement scolarisé. Donc il me semble, pour avoir aussi discuté, échangé avec les collègues d'autres pays africains, parce que pour rester au top niveau de la recherche, il faut pouvoir communiquer. Grâce, si vous voulez, à la technologie Internet, grâce aux inforoutes, nous savons, de la part des collègues d'autres universités africaines, que les universités du continent, tout au moins celles situées en Afrique subsaharienne, pour parler du contexte que nous connaissons bien, connaissent vraiment cette, comment dirais-je, cette croissance très forte de leur population estudiantine. Et sur le Cameroun, comment vous réagissez, vous qui avez connu ces campus, vous les connaissez quasiment tous, quand vous avez des chiffres comme 150 734 étudiants encadrés par 3164 enseignants, un ratio d'un enseignant pour 48-55 étudiants, comment vous réagissez? Oui, on peut reconnaître qu'il y a un déficit d'encadrement. Il y a cet adage qui dit qui aime bien châtie bien. Il faut avoir le courage de le dire, parce que c'est un ratio très large comparé finalement aux ratios internationaux, et donc avec un corps enseignant qui est encore réduit en termes d'effectifs, l'encadrement universitaire n'est pas encore au niveau
auquel on l'attend. Donc il est peut-être souhaitable que les autorités fassent un effort, d'abord pour renforcer le corps enseignant dans toutes les universités. Je prends l'exemple de mon département, le département de géographie de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Yaoundé 1. Nous sommes à peine 17 enseignants pour encadrer un effectif de 3500 étudiants répartis dans les 3 cycles, licence, master et doctorat. C'est un ratio très faible. Donc il y a, sur ce plan-là, un déficit, si vous voulez, d'encadrement qu'il faut déplorer et en appeler, si vous voulez, à la bonne conscience des autorités pour qu'elles fassent quelque chose. Il est clair aussi qu'il y a 2 ans, le chef de l'État a ordonné le recrutement de 1000 enseignants. Je ne vous apprends rien, vous êtes... Une goutte dans la mer Peut-être pas une goutte d'eau dans la mer. Il faut toujours commencer par quelque chose. Peut-être quelque chose de plus petit. Rien de plus petit, peut-être une graine, mais peut-être rien de plus riche d'avenir. Espérons que c'est un pas, et que ce pas-là en appelle d'autres, et que si dans mon département, puisque j'ai pris cet exemple-là, si l'on multipliait l'effectif actuel par 3, voire par 4, ce ne serait pas de trop. Alors, puisque vous parlez du système LMD, licence, master, doctorat, le Cameroun, les universités camerounaises se sont arrimées à ce système après de longues années, après la réforme de 1993, qui a vu éclater l'ancienne université de Yaoundé en 6 autres universités, 5 plus exactement, puisque avec elle-même on en avait 6. Alors, licence, master, doctorat, on a parfois l'impression que les incompréhensions des uns font largement écho à l'impréparation des autres. Est-ce que dans votre département, dans votre université, tout le monde a parlé le même langage sur les LMD? Il est clair que comme toute mise en place nouvelle d'un système, il y a eu au départ quelques difficultés d'interprétation, quelques difficultés liées non seulement à la complexité finalement de ce système, mais liées aussi au fait que tout le monde, tous les enseignants, n'avaient pas la même compréhension du système. Et qui était pénalisé? Qui, c'est peut-être les étudiants, il faut le dire, dont on s'est peut-être servi comme une sorte de cobaye. Mais je pense que, comme pour tout départ, après la période de balbutiement, il reste à espérer que finalement, la mise en place de ce LMD, son exécution, va peut-être trouver sa bonne carburation et avancer finalement vers l'amélioration non seulement de la formation, l'amélioration des enseignements, mais aussi vers l'amélioration, si vous voulez, de la réception par les étudiants du savoir que le système veut leur transmettre, en essayant de les responsabiliser davantage, mais il faut remarquer que de toute façon, la mise en place de ce système en termes de programme n'a pas été suivie par la mise à disposition, si vous voulez, des universités, des moyens. Est-ce que la professionnalisation, finalement, a cessé d'être un slogan, ou est-ce que c'est un chantier en construction? C'est un chantier en construction. Cette professionnalisation que le ministère de l'Enseignement supérieur a recommandée depuis quelques années, depuis 2005 aux universités d'État tout au moins, c'est un chantier qui est en construction et dans nombre d'universités, les départements, les facultés sont en train de mettre en place progressivement ces filières professionnelles. Dans mon département, nous sommes en train de mettre cette année, après avoir ouvert au titre de l'année académique 2009-2010, le master Système d'information géographique, cartographie et gestion du territoire. Cette année, mon département met en place un nouveau master sous ma responsabilité pédagogique, un master en urbanisme, aménagement et développement urbain. Bref, avec bien entendu le concours d'un certain nombre de structures gouvernementales
comme le ministère du Développement urbain et de l'Habitat, le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, le ministère de l'Administration territoriale et un certain nombre d'organismes publics et privés comme le FEICOM, voyez, la MAUTUR, l'Institut national de cartographie, sans compter aussi le concours d'un certain nombre d'organismes extérieurs, les universités de Paris 7, Denis Diderot, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, les universités de Darmstadt en Allemagne, la faculté des sciences géographiques de l'université d'Utrecht, et nous espérons pouvoir bénéficier aussi du concours de la Banque mondiale, du programme des Nations Unies pour le développement, puisque nous les avons sollicités, non seulement en tant que partenaires pédagogiques, mais aussi en tant que structure pouvant apporter le soutien logistique à la mise en place et à l'exécution de ce master. C'est une exception, vous êtes par rapport à la méthodologie, exception? Par rapport à la méthodologie que nous avons appliquée à la mise en place de ce master, je peux prétendre que c'est une exception. Parce qu'au départ, lorsque nous avons conçu le programme de ce master, bien entendu, avec l'appui, je dirais, informel d'un certain nombre de collègues qui avaient le savoir-faire nécessaire en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement urbain, nous avons invité un certain nombre des structures que je viens de citer à un atelier d'enrichissement de ce programme. Cet atelier qui s'est tenu dans la salle des actes de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines le 30 juin dernier, et au cours de ce séminaire, nous avons reçu de la part des structures invitées des amendements, et en faisant la synthèse de tous les avis provenant de ces différents partenaires, nous pensons avoir d'abord conçu un programme qui satisfasse, si vous voulez, les attentes de nombreux partenaires de ce master. Vous avez des partenaires pédagogiques, des bénéficiaires et aussi des partenaires qui nous apportent le soutien logistique. Donc sur ce plan, nous pensons que nous avons mis en place une méthodologie d'approche originale. Reste maintenant à nous attendre au pied du mur et au tournant. Ce que je voulais dire, c'est oui. Est-ce que vous êtes conscient du privilège que votre département a comparativement à l'ensemble de l'enseignement supérieur où on a très peu, où le taux de professionnalisation reste bas? Oui, notre discipline elle-même, la géographie, prête, si vous voulez, et je dirais se prête bien, à la mise en place des masters professionnels. Parce que la géographie est une science très concrète, qui a une prise sur le réel, étude des rapports entre l'homme et la société, et tout dépend aussi de la méthodologie que nous avons voulu mettre en place. Nous n'avons pas voulu que notre discipline soit tout simplement une discipline théorique, limitée comme on a pensé il y a un certain nombre d'années. Dans l'ancien temps, on a pensé que la géographie était juste une science livresque. Vous voyez, qui se contentait peut-être de citer vous voulez en apporter les la noms, preuve contraire, de citer les noms peut-être des pays et de leur capitale, de donner des tonnages de production d'acier, hein, le trafic des ports, et donc nous avons peut-être voulu mettre la géographie à sa vraie place, qui est une science d'explication et de compréhension du monde. Car je dirais que, pour reprendre l'expression du géographe français, hein, Philippe Onoh, il a bien dit que nous vivons dans un monde inintelligible si nous ne faisons pas appel à la science géographie. C'est bien, vous prêchez pour votre chapelle, je ne vous prête pas de soutane, mais enfin, nous y sommes. Vous parlez d'un certain nombre d'atouts. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'université camerounaise, dans son ensemble, dispose d'atouts importants, moins bons, et pas du tout d'atouts pour affronter la mondialisation des savoirs? L'université camerounaise dispose d'atouts en termes, si vous voulez, de cerveau. Je pense que les enseignants d'université camerounaise sont bien formés. D'ailleurs, le système de recrutement des enseignants dans nos universités... Comment dire? Ils se recyclent aussi? Ça, c'est un autre problème, parce que on ne peut pas toujours dire qu'ils se recyclent comme cela se devrait. Étant donné que les autorités ne mettent pas toujours à la disposition de ces universités-là les moyens financiers leur permettant d'effectuer régulièrement des missions de recyclage,
à l'étranger ou d'aller frotter leur cervelle contre celle de leurs collègues, soit des autres universités nationales, de la sous-région et de l'extérieur, on ne peut pas toujours dire qu'ils se recyclent. Mais au départ, les enseignants qui sont recrutés dans notre système sont bons, ont subi une formation de qualité, dont sur ce plan, l'université camerounaise a, à mon avis, des atouts pour pouvoir participer à la mondialisation. Mais le problème, c'est que est-ce qu'ils arrivent une fois qu'ils sont recrutés, est-ce qu'ils sont placés dans les meilleures conditions possibles pour produire, pour montrer ce dont ils sont capables? C'est sur ce plan-là que le bas blesse. Réponse alors? Est-ce qu'ils y arrivent? Ils n'y arrivent pas pour la raison claire et simple qu'ils n'ont pas toujours les moyens de se recycler, comme on a dit, qu'ils n'ont pas toujours les moyens de produire, car pour faire quand même de la recherche, il faut avoir des moyens. Surtout quand c'est de la recherche appliquée, il faut pouvoir se documenter, il faut disposer des laboratoires dignes de ce nom, des laboratoires équipés, etc. Et l'expérience montre que sur ce plan-là, nos universités ont encore beaucoup de chemin à faire. Professeur Kanye-Fodop, je vous invite à l'unique pause de cette édition et je vous retrouve dans quelques très petites secondes. À tout de suite. Professeur Kanye-Fodop, sur cette université dont nous essayons de camper, pour ainsi dire, les contours, il y a un concept qui a fait florès depuis quelques mois, il n'est pas nouveau. Il remonte à 2004, avril 2004, par là, lorsqu'un comité chargé de réfléchir à l'université, ce que serait l'université au Cameroun, avait été mis en place et avait rendu sa copie. Ce concept, c'est la gouvernance universitaire. Qu'est-ce qu'il recouvre pour vous, ce concept? Mais ce concept recouvre je dirais, les notions, si vous voulez, de meilleur traitement que l'université ou les universités devraient faire aux étudiants. Meilleur traitement en termes, si vous voulez, de diffusion des notes, en termes d'enseignement, en termes d'information des étudiants, en termes, si vous voulez, de collaboration entre les enseignants et les étudiants, et en termes aussi de collaboration entre les enseignants et la hiérarchie, notamment les facultés, les rectorats et le ministère de l'enseignement supérieur. En ces matières-là, quelles sont les demandes et quelles sont les offres? Évidemment, les demandes, lorsque les étudiants s'inscrivent à l'université, ils ont besoin de recevoir des cours dignes de ce nom, d'être évalués, de recevoir leurs résultats à temps. Et en matière, si vous voulez, d'offres, je ne répondrai qu'en tant qu'enseignant. Parce que pour ce qui concerne la publication des résultats, même si l'enseignant remet ses notes à temps, ce n'est pas toujours lui qui publie. Donc c'est peut-être ma hiérarchie, notamment les facultés et les rectorats qui peuvent, si vous voulez, répondre aux autres aspects. Mais en termes d'offres, si vous voulez, d'enseignement, les enseignants, dont je fais partie, essayent de faire leur travail dans la mesure du possible, même si on peut toujours estimer que certains ne le font pas toujours très bien, mais ce n'est peut-être pas à moi de les juger. Est-ce que vous avez fait attention à ce qu'on considère comme une collusion, entre guillemets, entre la bureaucratie à laquelle certains de vos collègues sont appelés, d'un côté, et de l'autre côté, la demande de l'enseignement pour laquelle ils ont été recrutés? Il y a beaucoup de bureaucratie à l'université, beaucoup de vos collègues sont versés dans la bureaucratie. Voilà. Et votre question me permet de revenir sur une promesse qui avait été faite dans le temps par un ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, qui avait dit qu'il s'était promis de faire en sorte qu'un enseignant du supérieur n'ait plus, si vous voulez, à courir après, si vous voulez, une fonction de chef de service, de, je ne sais pas moi, pour pouvoir arrondir ses fins de mois. Et il avait dit qu'il ferait tout pour que les enseignants se consacrent essentiellement à leurs tâches d'enseignement et qu'ils ne soient pas toujours appelés à exercer. Est-ce que c'est en priorité ou en marge, si vous voulez, de leurs tâches enseignantes, voyez, des fonctions administratives qui sont, à mon avis, très absorbantes?
Donc, il est à regretter de constater que finalement, un certain nombre d'enseignants qui devraient consacrer l'essentiel de leur temps d'activité aux enseignements sont appelés à exercer des tâches administratives. Mais peut-être que les autorités savent pourquoi ils le font et que des fonctions comme celle de doyen, de chef de département, il est clair qu'elles doivent être assurées par des gens du corps. Mais en dehors de ça, il y a des tâches administratives comme celle d'intendant, comme celle de comptable matière, ou encore comme celle, je ne sais pas moi, de chef de bureau, chef des œuvres universitaires, qui ne devraient pas être assurées par les enseignants, parce qu'il me semble bien qu'il y a d'autres compétences qui peuvent assurer efficacement ces fonctions-là. Alors, tendance lourde, parmi d'autres tendances lourdes aussi, il ne vous a pas échappé ce qu'on peut considérer comme la politisation des campus ou du corps enseignant, politisation au sens partisan du terme, ainsi qu'on en a eu la preuve, par exemple en 2004, avec cet appel lancé par quelques universitaires pour que le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se présente à l'élection présidentielle d'octobre 2004. C'est un appel qui a eu quel écho à vos oreilles? Écoutez, par rapport à cet appel de 2004, je dirais d'ailleurs que j'étais en mission d'enseignement à l'université de Paris 7 Denis Diderot, lorsque cet appel a été rendu public, je pense en janvier 2004. Écoutez, à propos de cet appel, je dirais de l'affaire, de cet appel d'une partie de l'intelligentsia camerounaise à la candidature du président Paul Biya pour les élections d'octobre 2004, je parle d'affaires parce qu'il me souvient qu'au lendemain de la publication par le quotidien national Cameroun Tribune de cet appel, certains enseignants dont les noms figuraient sur la liste des signataires avaient dénoncé, avaient dit qu'ils n'étaient pas impliqués dans cette entreprise. Et certains d'ailleurs, d'autres, avaient d'ailleurs dit qu'ils avaient signé sous la contrainte. C'est pour ça que je D'autres encore s'étaient fendus de tribunes dans la presse pour dénoncer ce mélange de genres. Oui, mais écoutez, mon point de vue est que dans le contexte d'une échéance aussi importante que l'élection présidentielle, des citoyens, fussent-ils, si vous voulez, des enseignants du supérieur, ont le droit d'exprimer, je dirais, leur préférence pour tel ou tel candidat. Il me semble que c'est leur droit le plus absolu. Personnellement, je n'avais pas signé cet appel. Et à propos de ce droit dont je parle, qu'il me soit permis de rappeler que dans le contexte, si vous voulez, de la première élection présidentielle pluraliste de 92, une partie de l'intelligentsia camerounaise avait, elle aussi, pris fait et cause pour le candidat du social-démocratisme Front, ni John Frondi, même si cette partie de l'intelligentsia camerounaise n'était pas allée jusqu'à signer, si vous voulez, un appel comme tel. Donc, il y a d'ailleurs dans l'ouvrage, justement, donc il me semble que des compatriotes ont le droit peut-être d'exprimer leurs sentiments. Mais ce qui est peut-être difficile et je dirais pénible de constater, c'est que au lieu que finalement sur les campus les gens soient, voyez, tournés vers la mission première de l'université ou les missions principales de l'université qui sont celles d'assurer les enseignements, de faire de la recherche et de participer au développement, qu'on gaspille de l'énergie, si vous voulez, à répandre des idées politiques, parce que la politique, on peut le faire à ses heures perdues, en dehors du campus. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou qu'est-ce qui vous reste au fond de cette affaire? Vous dites que c'est une affaire et peut-être que vous avez raison. C'est le sens de l'appel? C'est le son de l'appel? C'est le mélange de genres ou c'est le clientélisme? Écoutez, il y a peut-être de tout cela. Du clientélisme, si vous voulez. Et je dis encore, les gens ont peut-être raison de s'exprimer.
c'est tout leur droit. Les gens ont aussi raison, si vous voulez, de dire nous avons de la préférence pour tel ou tel candidat. Donc il y a de tout ça, mais je vous dis, personnellement, je suis en dehors de ce débat, dans la mesure où j'estime que mon travail de chercheur m'absorbe suffisamment pour que je puisse encore avoir le temps, si vous voulez, de m'impliquer dans des initiatives comme celle-là. J'ai d'ailleurs, je dirais, beaucoup d'admiration pour ceux-là qui peuvent à la fois combiner la recherche, l'enseignement et faire en plus, si vous voulez, de la politique et essayer de comprendre les visées politiques de ceux qui dirigent. Moi, comme quelqu'un le disait, je crois aux politiciens à la politique, aux enseignants les enseignants. J'ai l'habitude de dire que j'ai eu cette chance inouïe de servir notre pays sous le premier président, 2 ans avant le départ du premier chef de l'État camerounais. J'ai ensuite eu le privilège de servir sous l'actuel régime, cela depuis 1982, et donc je pense que faire mon travail, et si Dieu me prête vie, je pourrai continuer à travailler comme ça, en m'impliquant finalement dans la recherche, et surtout aussi en prenant position sur les problèmes qui interpellent notre pays, car je pense qu'on prend quand même beaucoup de risques en essayant d'analyser un certain nombre de phénomènes, comme ceux que nous analysons dans cet ouvrage. On s'expose, si vous voulez, à des critiques, mais il y a cet adage auquel je tiens beaucoup, qui dit que qui aime bien châtie bien. Alors, nous voici de plein pied en politique, et la politique, vous en parlez dans cet ouvrage. Je souhaite qu'on marque un arrêt spécial sur une de vos productions, celle qui parle de cette exception camerounaise en termes d'expérience démocratique multipartisane. Alors, 3 points sont autant de déclinaisons qui soutiennent votre thèse sur l'exceptionnalité camerounaise. Ces 3 points sont, d'abord, la tenue d'une conférence tripartite à Yaoundé du 30 octobre au 12 novembre, 11 novembre 1991, en lieu et place d'une conférence nationale souveraine, comme on l'a vu sur d'autres théâtres sur le continent africain. Le deuxième point, c'est le faible score enregistré par le candidat du RDPC élu au terme de l'élection présidentielle de 1992, 39,9% contre 35,9% à son challenger immédiat, John Fournier. Et puis enfin, le troisième point, c'est l'exceptionnelle atomisation de l'opposition ou des forces de l'opposition. Je souhaite qu'on y aille pas à pas. Est-ce qu'avec le recul, dans votre réflexion, dans le travail que vous faites, vous pensez que le Cameroun n'aurait pas dû faire l'économie d'une conférence nationale souveraine? Écoutez, j'ai préféré analyser une situation sans prendre parti. Ceux qui exigeaient une conférence nationale souveraine avaient peut-être leur raison, avaient leur argument, mais dans cet ouvrage, nous avons voulu, et surtout dans cet article, mettre l'accent sur ces 3 points que vous avez évoqués, de la spécificité du Cameroun en matière de mise en œuvre de la démocratie pluraliste. La question de savoir si le Cameroun pouvait faire l'économie ou pas de cette, c'est une autre question sur laquelle je n'ai peut-être pas voulu me pencher, et peut-être sur laquelle on pourrait toujours se pencher. Comme c'est le cas en ce moment? Comme c'est le cas en ce moment, on pourrait se pencher en prenant le recul nécessaire pour voir si le Cameroun devait, oui ou non, faire cette économie. J'ai voulu tout simplement montrer à travers cet article que dans le cadre de la mise en œuvre de cette démocratie pluraliste, le Cameroun fait exception, puisque, comme vous le dites si bien, en lieu et place de la conférence nationale souveraine, que d'autres chefs d'État ont organisé dans leur pays, et à l'issue duquel, finalement, ils ont vu finalement leur pouvoir menacé, le président du Cameroun a eu cette idée d'organiser la tripartite, ce forum politique réunissant, après avoir affirmé, comme vous le dites si bien, que la conférence nationale était sans objet. Une subtilité politique dont peut-être que certains peuvent admirer ou que d'autres peuvent toujours fustiger, etc., dans la mesure où on peut toujours dire, encore qu'aucun référendum, aucun sondage n'avait
été mené ou entrepris à l'époque pour savoir si vous voulez, cette volonté de l'opposition de vouloir organiser une conférence nationale était partagée par la majorité des Camerounais. Il n'y avait pas eu de sondage. Donc j'ai voulu tout simplement mettre l'accent sur ces trois aspects, si vous voulez, de la spécificité de la mise en œuvre de la démocratie pluraliste au Cameroun. Et vous décortiquez d'ailleurs les principaux mouvements qui entourent cette tripartite, vous en donnez les raisons, vous en donnez le déroulement et vous en donnez les résultats. Trois mouvements aussi sur lesquels on peut très rapidement revenir. Vous pensez que l'un des résultats, c'était la baisse des tensions qui étaient vives à travers le pays? Oui, c'est clair, c'est manifeste. Vous étiez au Cameroun à l'époque et vous suiviez de près l'actualité. Il est clair qu'il y avait une tension telle que, si vous voulez, si rien n'avait été fait, le Cameroun était, à mon avis, au bord de l'implosion. Et c'est clair que l'organisation de cette tripartite a contribué, de mon point de vue, à apaiser cette tension. Et je ne suis peut-être pas le seul à pouvoir l'affirmer, car un travail comme celui-là est toujours quelque chose de collectif, et que dans le travail, on cite aussi le point de vue ou les avis d'un certain nombre d'experts, observateurs aussi de la scène politique camerounaise, parce que je ne prétends pas être seul à avoir observé et à avoir analysé. J'ai apporté mon point de vue. D'ailleurs à votre bibliographie, vous puisez chez un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé sur ces questions-là. Bien entendu. On espérait, opérateurs politiques et observateurs espéraient l'élaboration d'une nouvelle grammaire du jeu politique au Cameroun au sortir de cette conférence tripartite, pour ce qui était d'un nouveau code électoral, de nouvelles conditions d'accès aux médias, le fait que l'unanimité ne soit pas faite sur les aspects réglementaires, institutionnels et législatifs pour des élections libres et transparentes au Cameroun 20 ans après cette conférence de 1991. Est-ce que c'est un fait significatif qui pourrait vous intéresser? Oui, pourquoi pas? On pourrait analyser les prolongements de cette situation et voir que c'est peut-être parce que cela n'a pas été fait que l'on continue à assister à des contestations à l'heure actuelle, parce que vous avez une partie de la population camerounaise, tout au moins des politiques camerounais, qui contestent, si vous voulez, soit la composition de ELECAM, c'est peut-être leur droit, et il me semble que si cela avait été peut-être très bien fait, il n'y aurait pas de telles contestations, à moins que finalement on ne taxe, si vous voulez, les opposants, comme on a l'habitude de le dire, de contestataires, si vous voulez, à vie. Mais je ne pense pas que des gens puissent finalement se donner pour mission de de contester systématiquement toute proposition venant du pouvoir. Je pense que qu'on soit finalement de l'opposition ou de la puissance publique, du parti au pouvoir, on est assez raisonnable et qu'il est tout simplement bon que les politiques camerounais puissent finalement s'entendre et faire en sorte que le pays avance dans la même direction. Il y a des chances pour cela? Il y a des chances. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a quand même de l'espoir. Je dis, les Camerounais savent jusqu'où ils peuvent aller trop loin, surtout les Camerounais instruits, parce que j'ai l'habitude de dire qu'un homme instruit sait jusqu'où il peut aller très loin dans ses revendications, dans ses propositions, et qu'il sait quelle est finalement la limite à ne pas franchir, parce que nous souhaitons tous au Cameroun vivre en paix. D'ailleurs, le Cameroun est un pays épris de paix, et c'est fait qui explique d'ailleurs en partie la stabilité politique du Cameroun. Sur laquelle vous êtes revenu et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. J'en reste pour l'instant à la faiblesse du score, à ce qui est considéré comme la faiblesse du score attribué au candidat du RDPC, le candidat Paul Biya, pour l'élection 92, 39,9%. Vous dites que c'est une exception. En ces années-là, sur la scène subsaharienne, est-ce que le score d'une élection qui se fait au scrutin uninominal à un tour est un score qui fait sens en termes de légitimité? À mon avis, si au terme d'une élection faite sur la base de ce code électoral à un tour, si au terme d'une élection de ce genre, le gagnant a une majorité de 50% et plus, ça peut avoir une légitimité. Mais un score aussi faible
montre que de toute façon, Encore que contesté. la marge de manœuvre de l'élu est étroite. Et je rappelle d'ailleurs que le président Paul Biya en fut d'ailleurs très conscient, Au point puisque d'ouvrir dans largement. la formation du gouvernement qu'il présenta après coup, il a dû inclure des membres, si vous voulez, de l'opposition politique. Il ouvrit ce gouvernement, tout premier gouvernement À d'autres forces politiques. issu des élections de 92, il ouvrit finalement ce gouvernement à d'autres mouvements politiques comme l'UPC, le MDR et l'UNDP. Enfin, une certaine UNDP. Une certaine UNDP, comme on peut d'ailleurs dire, une certaine UPC. Alors, est-ce que finalement la clé pour ce qui est des questions de légitimité, pour vous, ce serait une élection présidentielle à 2 tours? C'est la moindre des choses. C'est le bon sens. Quelqu'un avait dit le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. À partir du moment où, élu avec une majorité étroite, le président a dû élargir, c'est parce que lui-même, il était conscient qu'il lui fallait une large majorité et qu'il est bon que dans nos pays, le président élu, celui qui représente toute la nation auprès des instances internationales à l'extérieur, qu'il ait au moins 50% et plus. Sur ce plan-là, je pense que je n'ai pas de leçon à donner. La plupart d'ailleurs des pays du monde suivent cette voie. Et lorsqu'on se sent, voyez, une mission de diriger un pays, on n'a pas de souci à se faire de ce côté-là, c'est de proposer finalement sa volonté au suffrage universel. Et je pense que dans notre pays, le président pourrait avoir ces 50% et plus si jamais on adopte le système électoral à 2 tours. Parce que n'importe comment, puisqu'il y a généralement une pluralité de candidats, il y a de fortes chances qu'à l'issue finalement du premier tour, aucun candidat ne réunisse sur son seul nom 50% et plus. Est-ce que les conditions mentales, psychologiques, politiques sont réunies au Cameroun pour ce type d'ajustement? Moi, je crois que le pays avance et que les conditions mentales, économiques sont en train d'être réalisées. Je dis encore une fois, les Camerounais sont assez sages et que des situations de crise qu'on a vues finalement dans d'autres pays ne pourraient pas se produire chez nous. Surtout que nous avons cet avantage d'être un pays pluriethnique et que de toute façon, pour arriver à commettre des atrocités comme on l'a vu dans d'autres pays, au Rwanda par exemple, il faudrait, si l'on parle par exemple de génocide, il faudrait que pour que ça arrive au Cameroun, que si cela devrait être perpétré contre un groupe ethnique, que les 199 autres, puisqu'on crédite le Cameroun de 200 ethnies, d'autres analystes le créditent de plus de 200 ethnies, il faudrait donc que les 202 ethnies se liguent pour, si vous voulez, détruire la 203e, ce qui n'est pas possible. Donc il me semble bien que les conditions finalement sont réunies et que les Camerounais aiment tellement leur pays qu'ils ne voudraient vraiment pas le voir, si vous voulez, sombrer dans le chaos. D'ailleurs, ils aiment bien le progrès, ils aiment bien, et il y a beaucoup de Camerounais qui pensent qu'on finira finalement par sortir de cette impasse et qu'on finira peut-être par retrouver le chemin de la raison. Et d'ailleurs, on voit que pendant que des Camerounais se battent pour accrocher à un certain nombre de postes de responsabilité, vous en avez qui travaillent dans l'agriculture, dans l'industrie, dans la pêche, et c'est grâce à ce formidable travail des Camerounais anonymes, ceux des campagnes, ceux des forêts, ceux qui travaillent dans l'extraction par exemple du sable pour alimenter la ville de Yaoundé par exemple en sable et en pierre de carrière, c'est grâce au travail persévérant, courageux quotidien de ces Camerounais que nous vivons
que notre pays peut être un peu à l'abri d'un certain nombre, si vous voulez, de ruptures en termes d'approvisionnement en vivres, en termes d'approvisionnement d'ailleurs en biens de première nécessité, même si on le voit, il arrive qu'il y ait des ruptures, mais provoquées peut-être par des commerçants véreux qui veulent finalement à certaines périodes de l'année se faire de l'argent. Des périodes critiques. J'en reste et j'en viens maintenant à ce qui est de l'opposition. Vous dites qu'elle est face à ses propres oppositions, ce n'est pas votre propre terme parce que vous parlez plutôt de divergence, de vues, d'idées, d'intérêts, de stratégies. C'est un manque pour la démocratie pluraliste au Cameroun, dites-vous? Oui, c'est un manque. Parce que l'opposition politique devrait se montrer peut-être beaucoup plus unie. D'ailleurs, il n'a jamais été question d'union de cette opposition, puisqu'elle a montré à plusieurs occasions qu'elle était vraiment fondamentalement divisée. Et je me demande si ce n'est pas quelque chose d'atavique, puisque quand on remonte le cours de l'histoire, on se rend bien compte que, avant même d'ailleurs la question du Cameroun, dès 1948, oui, avec bien la sûr, création de cette l'UPC, opposition était divisée. Mais il faut dire que, de toute façon, c'était fomenté par la puissance coloniale qui, par exemple, en créant d'autres partis, voulait mettre en place des structures qui fassent contrepoids au principal parti d'opposition de l'époque, l'UPC. Donc c'est quelque chose qui remonte à plus loin, et il est peut-être intéressant que l'opposition, sans vouloir donner des leçons à des gens qui sont bien formés, qui sont, comment dirais-je, responsables jusqu'à un certain degré, comme le sont la plupart des Camerounais instruits qui sont passés par l'école, il est peut-être bon qu'ils se disent un jour, enfin, il faut mettre un terme à toutes ces querelles, à tous ces sentiments personnels pour viser l'intérêt commun. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a dans notre ouvrage un article que mon collègue Goufo-Roger a commis sous le titre « La société camerounaise composée d'individus et de groupes d'individus égocentristes », cet égocentrisme qui fait que de toute façon, les Camerounais ne peuvent pas se mettre d'accord, même sur des questions qui, finalement, ailleurs, ne posent pas de problème. Alors, je voudrais vous citer une phrase, vous me direz de qui elle est. Là, voici cette phrase. À l'heure actuelle, l'opposition politique camerounaise semble être à bout de souffle, à court d'idées et de propositions susceptibles d'apporter un véritable changement social et économique au Cameroun. De qui est cette phrase? Eh bien, c'est moi qui l'ai rédigée, finalement, dans mon article, que j'ai consacré, si vous voulez, à cette expérience. Vous êtes désabusé? On est, parce qu'on est peut-être désabusé par ce spectacle. Vous voyez, des compatriotes qui ne peuvent pas s'entendre sur le minimum. Car nous n'allons pas égrener ici, nous n'en avons pas le temps matériel, d'égrener toutes les querelles, finalement, auxquelles des responsables des partis de l'opposition se sont livrés. Et j'ai peut-être l'impression, c'est un avis que d'autres ne partageront pas, que le peuple ne croit plus tellement en cette opposition. Cette opposition, il y a peut-être des partis, d'ailleurs d'opposition, qui sont créés, si vous voulez, à dessein, par, si vous voulez, soit le parti au pouvoir, peut-être pour lui servir de partenaire en certaines occasions, et donc c'est ce spectacle, si vous voulez, qui n'est pas honorable, que je décris. Hein, et dans le sens de décrire? Oui, dans le sens de décrier. De décrier, parce qu'on voit très bien, on pourra toujours dire qu'on n'est pas mûr pour cela, que dans certains pays, y compris même d'ailleurs d'Afrique, on limite le nombre de partis politiques. Le Cameroun, à la date d'aujourd'hui, en a 107. Je crois que c'est trop pour un pays qui apprend à faire, si vous voulez, l'exercice de la démocratie. Et que si l'on veut peut-être arriver à quelque chose, à vie, de formateur, parce que ce que nous faisons dans la vie, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est aussi des stratégies que l'on transmet aux gens, ce serait peut-être de limiter le nombre de partis politiques, et que sans cette partie politique, il y a pléthore, et avec une telle pléthore de partis politiques, on ne peut arriver finalement qu'à cette situation. Mais il appartient à ceux qui sont vraiment au pouvoir, on ne leur donne pas de leçon, de donner cette orientation.
de donner, si vous voulez, cette vision-là, parce que je ne vois pas ce que l'on gagne à créer un certain nombre de partis, parce qu'il est clair qu'on sait d'avance que certains partis politiques n'arriveront pour les besoins de la cause. Pour les besoins de la cause. Et on le dira d'un mot, la stabilité, que beaucoup envient au Cameroun, qui fait aussi l'objet d'une inflation au niveau du discours. Une fois que vous avez dit que le Cameroun a été gouverné, a été dirigé par 2 hommes sur un demi-siècle, qu'est-ce qu'il reste à ajouter pour faire sens à cette stabilité? Écoutez, il reste, et nous le disons dans cet article, que au bout de 50 ans de stabilité politique, le Cameroun devrait être un pays développé, un pays où il fait bon vivre. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est une stabilité fragile? C'est une stabilité fragile, puisque les problèmes que nous évoquons dans cet article, que sont l'essor du chômage, que sont, nous avons évoqué les flambées et les pénuries, si vous voulez, des produits. Avec en toile de fond la crise de février 2008. Avec en crise la crise de 2008 qui a conduit à des émeutes dont certains peut-être ont exagéré, si vous voulez, la portée. Problèmes que sont, je dirais, la montée de l'insécurité liée, bien entendu, à la massification, j'utilise ce terme, de la pauvreté, problèmes que sont aussi la montée de la corruption. Vous voyez, la montée aussi des particularismes, comme on avait avec la question anglophone. La montée aussi des particularismes, puisque vous parlez de la question anglophone, ces problèmes risquent, s'ils ne sont vraiment pas pris en considération, si l'on ne s'attelle pas à la résolution de ces problèmes, risquent de mettre en péril cette stabilité et de plonger, on ne le souhaite pas, notre Cameroun dans un chaos. Personne ne le souhaite. Donc, il est peut-être important que les hommes politiques, que les différents groupes de pression, car il y en a dans notre pays, soient regardants par rapport à ces problèmes et qu'on essaye vraiment tout d'abord de montrer qu'on en a conscience. Ensuite, parce qu'il ne faut pas que l'on soit surpris un jour, comme d'ailleurs il me semble que la puissance publique a été surprise par les événements de février 2008. Professeur Kenyefo-Diop, merci de votre disponibilité, merci d'être passé à cette émission. C'était un rendez-vous qui courait, qui était dans l'air, on a fini par le tenir. Merci pour votre disponibilité. Merci de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer et surtout de dire un mot sur cet ouvrage collectif que mes 13 collègues enseignants-chercheurs de 3 universités camerounaises et moi avons commis tout récemment aux éditions L'Harmattan à Paris. Alors, à vous qui nous suivez de l'autre côté, avant que de vous donner rendez-vous pour la prochaine édition, je ne partirai pas sans vous avoir conseillé quelques autres ouvrages. Professeur Kenyefo-Diop, vous avez dû lire cet ouvrage-là, Daniel Etunga Mangele, Cameroun, une exception africaine. Point d'interrogation, c'était déjà dans l'air, la question de l'exception africaine. Je voudrais conseiller également, sous la direction de l'un de vos collègues bien connus, Georges Kourad, Le désarroi camerounais, qui est un classique maintenant. Et bien avant vous, pour un de vos collègues, le professeur Maurice Kamto, qui a récemment commis un ouvrage collectif aussi, L'Afrique dans un monde en mutation, dynamiques internes, marginalisation internationale, point d'interrogation. Et parmi les auteurs qui ont été mobilisés pour cet ouvrage, il y a bien sûr Fabien Iboussi-Boulaga, auquel sous la direction du professeur du professeur Ambroise Combe, beaucoup de gens se sont mobilisés pour rendre hommage dont les textes sont contenus dans cet ouvrage paru aux éditions Présence africaine. Voilà, merci pour votre bien aimable attention et rendez-vous dans une semaine. D'ici là, au revoir.